Les questions au gouvernement sont un moment clé de la vie démocratique. Chaque semaine, elles permettent aux députés d'interpeller directement les ministres sur les préoccupations concrètes des Français, qu'il s'agisse de sécurité, de finances publiques, de politique internationale ou de crise locale. Dans cette séance du mercredi 21 janvier 2026, plusieurs sujets majeurs sont abordés, au cœur de l'actualité politique et institutionnelle. Si ces échanges vous aident à mieux comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale et l'action du gouvernement, pensez à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne Hémicycle. Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Fabien Di Filippo pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre et concerne le respect de la parole donnée. Tout d'abord, le respect de la parole de la France, et je le souligne en cette journée très spéciale où le combat que mène la droite républicaine depuis des années contre le Mercosur a connu une petite victoire avec le vote du Parlement européen qui renvoie ces accords devant la Cour de justice de l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, il faudra tenir les engagements de la France jusqu'au bout pour empêcher son application si dommageable aux agriculteurs français. La parole de l'État, elle est importante aussi au niveau local, avec la question du méga rassemblement des gens du voyage à Grostenquin. 6 000 caravanes, plus de 26 000 personnes. Et vous le savez, avant vous, le gouvernement a reconnu à plusieurs reprises, dans son expression publique, c'était 4 premiers ministres et ministres différents, l'inadaptation de ce site à l'accueil d'un tel rassemblement. Chaque édition mobilise des moyens financiers et humains colossaux, notamment en matière de sécurité et de force de l'ordre, mais génère malgré tout des déjections, des nuisances, des dégradations visibles pendant des années qui alimentent l'exaspération croissante de la population et des élus. Lors de son déplacement sur le site, le 26 août dernier, M. Bruno Retailleau, à l'époque ministre de l'Intérieur, avait clairement indiqué que le rassemblement organisé à Grostenquin serait le dernier et que les conséquences en seraient tirées, avec des engagements très clairs de votre part à tous les deux. C'est d'une part l'acquisition d'un terrain alternatif dès cette année pour ne plus avoir à y revenir, et c'est d'autre part l'annonce officielle de votre part, en tant que ministre des Armées, de la mobilisation de cette base de Grostenquin à l'été 2026 pour des manœuvres militaires importantes rendant le site inutilisable à d'autres fins. Le non-respect de ces engagements constituerait une trahison et un affaiblissement terrible de la parole de l'État et de la confiance que notre République doit inspirer à ses citoyens. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je vous demande solennellement de bien vouloir confirmer que les engagements gouvernementaux pris l'an dernier demeurent pleinement valables et que l'État s'opposera fermement à tout nouveau rassemblement de cette nature sur le site de Grostenquin. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Effectivement, l'an passé, le rassemblement de l'association Vie et Lumière s'est déroulé sur le site que vous citez, à Grostenquin, dans des conditions d'ailleurs qui avaient été organisées, je tiens à le saluer, par mon prédécesseur, avec une mobilisation importante de militaires de la gendarmerie. Il y avait 400 gendarmes, une convention. Bon. Chaque année, d'ailleurs, ce rassemblement a lieu et il donne lieu à des discussions entre le ministre et les élus pour essayer de trouver un terrain et d'essayer d'avoir le consensus le plus important possible. Concernant le site de Grostenquin, je vous confirme, Monsieur le député, qu'un certain nombre d'engagements ont été pris par mon prédécesseur et il n'est pas dans mon intention, ni dans celle du gouvernement, ni dans celle du Premier ministre, de revenir sur cet engagement. Donc ce site n'accueillera pas le rassemblement cet été, je puis vous le confirmer, vous l'affirmer, vous l'assurer. Nous sommes en prospection d'un autre site et d'ailleurs c'est tellement vrai qu'il me semble que d'autres activités sont prévues pendant cet été sur ce site, à commencer par des activités militaires. Donc je puis vous confirmer que la parole de l'État sera respectée, comme cela vous avait été dit par M. Bruno Retailleau et par le ministre des Armées de l'époque. Il n'y a aucune difficulté là-dessus et on continuera évidemment à être vigilant sur l'organisation de tous les rassemblements. Mais je ne peux que vous confirmer l'engagement qui a été pris par mon prédécesseur et je le reprends à mon compte. Il n'y aura pas de rassemblement à Grostenquin cette année. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur. La parole est à présent à Madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous ai alerté il y a plusieurs jours concernant le site mafrance.app qui cartographie les mosquées, les quartiers populaires, les populations musulmanes réelles ou supposées et les centres pour migrants. Un site qui parle de remigration, de défrancisation, de grands remplacements. Il invite les internautes à chercher, je cite, la mosquée la plus proche, le centre de migrants le plus proche.
Il va même plus loin, puisqu'il cartographie le pourcentage de prénoms musulmans ou arabo-musulmans. Ce n'est ni de l'information, ni de la statistique, c'est du fichage. Ce site superpose délibérément islam, immigration et danger. Il transforme la religion musulmane en facteur de risque. Il désigne l'autre, noir, arabe, asiatique, comme un danger de grand emplacement. Et ce fichage n'intervient pas sans contexte. Alors que des centres de migrants sont attaqués et que des mosquées sont régulièrement prises pour cible, la parole raciste est devenue passage à l'acte, allant jusqu'au meurtre islamophobe d'Aboubacar Cissé assassiné dans une mosquée, jusqu'au meurtre raciste d'Hicham Miraoui de Jamel Benjabala simplement parce qu'arabe. Monsieur le ministre, la peur s'installe et il est à craindre que ce site facilite encore plus le passage à l'acte. Comment peut-on vivre en sécurité en France lorsqu'on est ciblé de la sorte? Peut-on encore vivre en sécurité en France lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est noir ou lorsqu'on est arabe? L'extrême droite ne se contente plus d'attiser la haine de l'autre, désormais elle le cartographie méthodiquement. Monsieur le ministre, on ne sait malheureusement que trop bien où amener, dans notre histoire, l'antisémitisme, la xénophobie, le fichage de personnes, de leur lieu de vie, de leur lieu de culte, simplement selon leur religion supposée ou réelle. Le fichage religieux ou ethnique n'a jamais été une statistique, mais toujours un choix politique. Quel sera le vôtre avant qu'il ne soit trop tard? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, le site internet mafrance.app, dont vous m'avez parlé, dont vous m'avez saisi, je tiens à le dire, est un site qui se présente comme un état des lieux de la France au niveau local, avec 5 thèmes qui sont retenus: l'insécurité, l'immigration, l'islamisation, la défrancisation, le wokisme. Et il se présente comme un site qui agrège un certain nombre de données issues de statistiques et de données publiques qui sont regroupées dans un indicateur, j'ouvre les guillemets, indice de changement général, regroupant différents indices tels que l'indice d'insécurité, d'immigration, d'islamisation, de changement culturel, l'indice d'interventionnisme social. Il est associé à un autre compte X qui s'appelle « Où va ma France ?» Et donc vous avez introduit un article 40 dans le cadre du Code de procédure pénale. Je tiens d'ailleurs à dire que ce site a fait l'objet d'un certain nombre de signalements sur la plateforme Pharos. Il en a fait 51 signalements depuis le début du mois de janvier et que son prédécesseur, puisqu'il y en avait un autre qui s'appelait « Où va ma France ?», a fait l'objet de 7 signalements avant de disparaître en septembre 2025. Cela semblait à première vue, je dis bien à première vue, dépourvu de tout contenu répréhensible en termes pénal pour Pharos, et ce qui fait qu'aucune action n'a été engagée. De la même façon qu'en termes de administratif, il n'y avait pas matière à engager le pouvoir coercitif qui est celui de la plateforme pour faire retirer ce contenu. Et donc, comme je vous l'avais expliqué, nous poursuivons l'analyse de ce site sur la thématique difficile à établir, mais on ne lâchera pas l'affaire, sur la thématique de la haine en ligne, qui est une qualification qui est particulièrement difficile à établir, mais nous n'allons pas lâcher l'affaire. Et je peux vous dire que le directeur général de la police nationale, en lien très étroit évidemment avec moi, a saisi le parquet national de la lutte contre la haine en ligne, et ce dossier fait actuellement l'objet d'un examen extrêmement attentif. Mais pour les raisons que vous avez dites, comme ministre de l'Intérieur, je ne lâcherai pas l'affaire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Il vous reste quelques secondes. Merci, Monsieur le ministre. Comme vous l'aurez compris, beaucoup de Français, de nos concitoyens comptent sur vous justement pour fermer ce site qui représente un réel danger. La peur est présente et je crains malheureusement des passages à l'acte. Donc on compte sur vous et on sera à votre disposition pour travailler ensemble à aller beaucoup plus loin et à fermer ce site. Merci, Madame la députée. La parole est à présent Monsieur Jimmy Pain pour le groupe démocrate. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Catherine Chabot, ministre de la Mer et de la Pêche, sur les mesures à mettre en place suite à l'entrée en vigueur du traité international sur la haute mer et de la biodiversité marine, également appelé BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Madame la ministre, le traité BBNJ, adopté en consensus par les États membres de l'Organisation des Nations Unies en juin 2023, complète la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer pour mieux prendre en compte les enjeux de protection des écosystèmes marins du fait de la progression des activités humaines en haute mer, c'est-à-dire à plus de 200 000 de nos côtes. Ce traité est constitué de 4 grands piliers. Le partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques marines, la création d'outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées,
l'obligation d'études d'impact pour les activités humaines, le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines au profit des pays en développement. En 2021, déjà, l'Assemblée avait adopté à l'unanimité la résolution appelant à un accord ambitieux que nous avions présenté avec notre ancienne collègue de Polynésie française, Maïna Sage. Les députés ont ensuite adopté à l'unanimité le projet de loi de ratification du traité en mai 2024, suivi par le Sénat à la fin de la même année. Grâce au travail diplomatique de la France et au portage politique de nos ministres et de notre Parlement en amont de la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, qui s'est tenue à Nice en juin dernier, le traité BBNJ a obtenu les 60 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur qui a justement eu lieu samedi 17 janvier. C'est une très bonne nouvelle dont nous pouvons tous sincèrement nous réjouir. Maintenant, en perspective de la COP Océan qui aura lieu à New York à la fin de l'année, nous devons rester à l'avant-garde de la protection de l'océan au niveau international en travaillant dès aujourd'hui à des projets concrets et des mesures possibles de protection d'espaces en haute mer. Madame la ministre, je m'interroge sur ce que la France entend mettre en œuvre pour proposer comme outil de conservation de la biodiversité marine par zone, y compris les aires marines protégées en amont de la COP Océan, dès que les premières années d'entrée en vigueur de l'océan. Merci. Merci à vous. La parole est à Madame Catherine Chabot, ministre en charge de la mer et de la pêche. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jimmy Pain, merci vraiment de cette question qui nous permet, comme vous l'avez dit, de célébrer aujourd'hui l'entrée en vigueur de ce traité historique pour protéger la biodiversité marine en haute mer. Et je tiens à vous féliciter collectivement, les parlementaires, les ministres aussi qui m'ont précédé et ceux qui ont aussi voilà, ceux du Quai d'Orsay et de tout, mais aussi Agnès Pannier-Runacher qui est ici dans l'hémicycle. Bravo pour cette mobilisation. Ce traité met fin à un Far West qui caractérisait la haute mer et il instaure des règles partagées fondées sur la responsabilité et la protection de l'océan, bien commun de l'humanité. Nous pouvons nous réjouir car ce sont plus de 82 pays, exactement 82 pays et l'Union européenne qui sont engagés dans cette démarche collective de ratification. À l'heure où le multilatéralisme est mis à mal, eh bien ces négociations sur l'océan participent à son maintien et participent au maintien de la paix. En tant que deuxième espace maritime mondial grâce à nos territoires ultramarins, la France avait légitimement un rôle moteur à jouer sur cette question et elle l'a fait. L'accueil en juin dernier de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice nous a permis d'accélérer son entrée en vigueur et désormais nous restons déjà pleinement mobilisés pour donner vie à ce traité. Comme vous le souligniez, monsieur le député, cela passera notamment par la désignation d'aires marines protégées, donc en haute mer. Dès cette année, en fait, le travail a déjà commencé. La France travaille à construire des propositions en s'appuyant sur les scientifiques et les services de l'État. Plusieurs enjeux sont pris en compte, environnementaux, économiques et géostratégiques. Des projets pilotes sont à l'étude. Je peux citer notamment l'île de Crozet, au sud aussi de l'Afrique du Sud, ou encore le dôme thermal. Pour conclure, Madame la Présidente, l'entrée en vigueur de ce traité est aussi un point de départ vers la première conférence des Nations Unies sur l'océan. Et vous pouvez compter sur notre pleine mobilisation. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Laurent Mazory pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Lors de la première lecture du PLF, notre collègue Jean-René Cazeneuve avait déposé des amendements visant à faire passer la taxe GAFAM à 15%, puis à 6%, ce dernier taux ayant d'ailleurs été adopté par notre Assemblée. Les menaces américaines de sanctionner la France n'ont alors pas tardé. Il a notamment été question de leur côté d'activer la célèbre section 301 et de prendre des sanctions commerciales particulièrement agressives sur les produits français. Résultat, la hausse de la taxe GAFAM ne semble plus être à l'ordre du jour du PLF, mais les menaces du président Trump, elles, sont toujours d'actualité. Les pays européens souhaitent protéger le Groenland, menace d'augmentation des taxes douanières. Le président Macron ne veut pas rejoindre son Conseil de la paix, menace de taxation de 200% sur les vins et les champagnes français.
Les réponses commerciales agressives aux choix souverains diplomatiques ne sont plus acceptables. Les menaces extérieures contre notre souveraineté fiscale ne le sont pas non plus. Dans ce contexte, et alors qu'il faudra bientôt simplement un clignement d'œil mal interprété par le président Trump pour menacer nos exportations, quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour lutter contre les agressions commerciales américaines insoutenables, j'insiste, à l'échelle nationale, pour appliquer ainsi des contre-mesures efficaces? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Martin, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Mazori. Les déclarations du président des États-Unis, et cela a été rappelé tant par le président de la République que par le Premier ministre et Roland Lescure, ne sont pas acceptables. Et employer des menaces de coercition commerciale comme cela est fait pour jouer dans le cadre de relations diplomatiques ne l'est pas plus. Et la France se doit de réagir à la hauteur de ce qu'est son histoire, de ce qu'est son rôle sur la situation internationale. Et vous l'avez vu, a décidé d'avoir une attitude extrêmement forte et d'affirmer au président des États-Unis que le Groenland était une part du royaume du Danemark, que le Groenland appartenait aux Groenlandais et qu'il n'est pas question, sous quelque forme de menace que ce soit, que la France se taise. À partir de là, nous décidons d'agir et nous décidons d'agir avec le droit et dans le cadre du droit. Car finalement, je ne crois pas que l'on soit puissant en se mettant du côté du droit ou à côté du droit. Et à ce titre-là, vous avez fait part d'actions qui pouvaient être faites dans le cadre du budget, mais celui-ci est en train de se conclure. Et par ailleurs, il y a aussi un certain nombre d'outils dont le droit européen nous permet d'utiliser. Il y a cette fameuse outil anti-coercition, que certains appellent le bazooka, et puis il y a aussi des mesures de droit de douane. Il y a tout ce qui est possible d'être utilisé dans le cadre d'un dialogue qui doit être un dialogue respectueux, mais en même temps sûr de nos valeurs et sûr de notre force. Je vous remercie, monsieur le député. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Je ne voudrais pas que l'on s'égare et je ne voudrais pas que systématiquement on utilise l'Europe, et pourtant je suis très pro-européen, pour ne pas que nous prenions nous-mêmes nos propres responsabilités et nos propres risques. Nous avons des moyens nationaux, nous pouvons aussi aujourd'hui les activer. Il en est d'ailleurs de même dans un autre sujet, c'est le même sujet qu'en ce qui concerne les avoirs russes gelés ici en France. On n'est pas toujours obligé de se référer à la problématique européenne. L'Europe est une solution, ce n'est pas un problème, mais nous avons ici en France des moyens juridiques et légaux pour pouvoir mettre sur la table des cartes, pour pouvoir jouer au jeu que le président Trump essaie de nous faire jouer. Il ne respecte qu'une chose, il ne respecte que la force, et nous sommes capables localement et nationalement de la montrer. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de l'Action et des Comptes publics. Madame la Ministre, afin de sortir notre pays de l'impasse budgétaire, le gouvernement a engagé sa responsabilité sur la partie recettes du budget de l'État. Donner un budget à notre pays, redonner de la stabilité et de la visibilité au monde économique était réclamé par les Français et par nos chefs d'entreprise. Le Premier ministre a réaffirmé l'objectif d'un déficit limité à 5% du PIB. Pour le groupe Horizon Indépendant, cet objectif est une condition non négociable pour la crédibilité et pour la souveraineté de notre pays. Mais un objectif n'a de valeur que s'il est sincère. Et à ce stade, Madame la Ministre, l'insincérité de votre budget nous interroge. En effet, le texte final porte la trace de renoncements successifs imposés par la menace de censure brandie par les socialistes. Premièrement, des dépenses pérennes ont été créées pour plusieurs milliards d'euros. Or, leur financement repose en grande partie sur des ressources temporaires, notamment via la surtaxe à l'impôt sur les sociétés. Ces mesures sont de véritables bombes à retardement fiscal. Deuxièmement, les économies de long terme, qui sont pourtant essentielles pour notre pays, ont été écartées pour satisfaire les exigences de la gauche, et tout cela en sortant le chéquier magique de la dépense publique. Enfin, les réserves de précaution des ministères devraient être ponctionnées dès le début de l'année pour compenser des cadeaux politiques à court terme, alors qu'elles sont censées constituer un recours de dernière minute. Aussi, Madame la Ministre, comprenez nos interrogations et nos inquiétudes. 3 questions.
Pouvez-vous réaffirmer sans réserve que le déficit ne dépassera pas 5% du PIB en 2026 ? Quelle sera réellement notre marge de manœuvre face au moindre choc national ou international ? Et ne pensez-vous que le coût des choix imposés par les socialistes sera payé un jour ou l'autre par les Français ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, il y a la politique et il y a les questions budgétaires. Alors je vais mettre la politique de côté et je vais vous parler des questions budgétaires. En 2025, nous avions dit que nous ferions 5-4. Pas nous, gouvernement, mais vous, par le compromis qui avait déjà été trouvé, notamment déjà avec les forces de gauche républicaines. On avait dit 5-4, j'ai fait 5-4 en tant que ministre, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, devant vous, c'est donc la même ministre, avec les mêmes services et la même méthode. Donc si nous disons 5, eh bien nous allons nous organiser avec vous et avec le pays pour faire 5% de déficit. Deuxième élément, et je crois que c'est important, la sincérité, c'est 3 choses. D'abord, c'est les hypothèses de construction du budget. Elles ont été présentées au Conseil aux finances publiques, qui est une instance indépendante. Elles ont été validées. Certains avaient des doutes sur la croissance. Depuis, le FMI et tout le consensus économiste dit que nous aurons 1% de croissance. C'est notre prévision. La sincérité ensuite, ce sont les tableaux qui vous sont présentés. Hier, au 49.3, mise à jour de nouveau vendredi. Qu'est-ce qu'ils disent, ces tableaux ? La dépense publique va baisser de 56,8% à 56,6% du PIB. C'est donc une baisse de 0,2 points de PIB. Il dit, ces tableaux, que le taux de prélèvement obligatoire sera de 43,9%, c'est-à-dire moins qu'en 2019. Et ce que disent ces tableaux, et je ne veux ici que jamais ne soit remis en cause le sérieux des équipes qui travaillent sous mon administration et sous ma tutelle, ces tableaux vous disent que le déficit est à 5%, et s'il est écrit 5%, la sincérité de ce tableau ne peut pas être remise en question. Troisième élément de la sincérité, c'est le suivi. Quoi qu'il arrive, comme l'an dernier, je m'engage à ce qu'il y ait une transparence totale avec vous, parlementaires, avec les organisations patronales, syndicales, les représentants des collectivités de la sécurité sociale, avec des comités d'alerte où nous mettons tout sur la table. S'il y a des aléas nationaux ou internationaux, ils seront précisés. Si des décisions doivent être prises, elles seront prises. Si des ajustements doivent être faits, ils seront faits. Et je vous donne rendez-vous, Madame la députée, dès la mi-avril, où nous pourrons ensemble, avec tous ceux qui le souhaiteront, regarder comment se seront exécutés les 3 premiers mois du budget de l'année. Au fond, respecter le budget, c'est se respecter aussi, vous parlementaires, sur les engagements que vous avez pris. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Emmanuel Morel pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Il a fallu que Monsieur Donald Trump menace d'envahir le Groenland pour que les institutions européennes se réveillent enfin. Mais que de temps perdu face à une telle brutalité, que de naïveté, que d'atermoiement, que de reculade. Trop de naïveté d'abord parce que depuis le funeste traité de Lisbonne et le transfert de toute la politique commerciale à Bruxelles, l'Union européenne reste finalement le seul continent à croire encore aux vertus du libre-échange généralisé qui crée pourtant bien des dégâts. Trop de reculade aussi parce que je pense que la Commission européenne n'aurait jamais dû signer un accord commercial en juillet avec les États-Unis d'Amérique et la France aurait dû condamner plus fermement cet accord honteux, comme d'ailleurs j'ai eu l'honneur de proposer une résolution avec bien des collègues sur ces bancs. Je pense qu'on aurait dû le faire davantage. Parce que Madame von der Leyen, qui est toute à sa passion transatlantique, nous promettait de la stabilité et de la prévisibilité. En réalité, elle a juste encouragé M. Trump à nous écraser davantage. Alors, il faut réagir, il faut contre-attaquer. Il y a une bonne nouvelle, c'est que le Parlement européen a suspendu le funeste accord de Turnberry. Ça, c'est bien. J'en profite d'ailleurs pour féliciter aussi les députés européens qui ont permis la saisine de la CJUE sur le Mercosur. Une autre bonne nouvelle. Mais là, il faut contre-attaquer plus vite. Et au-delà de ce qui a été dit sur les instruments anti-coercition, ça n'est pas que l'augmentation des droits de douane, c'est l'exclusion des marchés publics, c'est la restriction des importations, c'est le contrôle des investissements étrangers. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire aussi sur les GAFAM qui réalisent 50% de leurs profits en Europe. Et là, c'est pas seulement la taxe GAFAM, il faut commencer par une chose, ils doivent payer leurs impôts, parce que pour l'instant, ils ne payent pas leurs impôts. Alors la France doit avoir un message fort et ma question, elle est toute simple. Est-ce que le gouvernement s'engage résolument à mener cette bataille? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Sébastien Martin, ministre chargé de l'Industrie.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Morel. Je crois que les réactions, en tout cas la réaction ou les déclarations du président américain, sans doute un peu contrairement à ce que vous venez de dire, confortent plutôt la position de la France qui consiste à essayer d'avoir une Europe qui sorte d'une certaine forme de naïveté sur un certain nombre de sujets. Et la voix de la France, lorsqu'il s'est agi de condamner fortement les propos du président des États-Unis ces derniers temps, et notamment sur le Groenland, à celle qui a été en pointe sur ce combat. Et vous nous interpellez sur un certain nombre de questions. En tant que ministre de l'Industrie, il y a un certain nombre effectivement de sujets que nous portons au niveau européen pour que la ligne de conduite de la Commission européenne évolue et change. Qu'elle évolue et change parce que d'un côté, nous ne pouvons pas considérer que ce qui fait notre force, c'est ce grand marché commun de 450 millions d'Européens et le laisser peut-être un peu trop ouvert à tout vent. Il faut que cela change parce que nous considérons que si nous voulons avoir une industrie forte au sein de l'Union européenne, il faut que nous mettions en place des principes de préférence européenne et de contenu local. Il faut que l'Union européenne change parce que nous considérons que face aux surcapacités chinoises, que face à l'invasion de certains produits chinois, il est nécessaire d'avoir des droits de douane et des protections ciblées contrairement à celles de M. Trump. Mais par contre, là où l'Union européenne ne doit pas changer, c'est qu'elle est forte de ses valeurs. Et c'est aussi sur la base des valeurs qu'elle est attaquée aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique et peut-être par d'autres. Et donc c'est en respectant le droit, en respectant une Union européenne qui agit collectivement que nous serons plus forts face à cette menace. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Logement. L'occupation sans droit ni titre, le squat, n'est pas un sujet réglé, loin de là. Des associations qui donnent des cours de squat en ligne, des personnes âgées privées d'un loyer indispensable pour payer leur maison de retraite, des successions bloquées à défaut de pouvoir vendre un bien squatté, des particuliers qui ne peuvent plus payer leur crédit en cours. Je veux ici faire remonter l'exaspération et le sentiment d'injustice totale que nous entendons quotidiennement, toujours avec les mêmes mots, on marche sur la tête. Je parle aussi au nom de nombreux parlementaires qui partagent ce ressentiment et souhaitent attirer votre attention sur une ineptie. Les opérateurs d'eau, d'énergie, de téléphonie et d'accès à Internet ne vérifient pas la légitimité de l'occupation, contribuant à aider les occupants dépourvus de tout titre à s'installer durablement dans un logement. Alors un assureur ne peut pas assurer une voiture sans vérifier que le prospect est titulaire de la carte grise, mais un opérateur peut fournir de l'Internet et de l'électricité à un squatteur. À la demande du président Ciotti, préoccupé par la situation notamment à Nice, le groupe UDR va déposer une proposition de loi visant à interdire à tout opérateur, fournisseur d'électricité, d'eau, de gaz, opérateur téléphonique et fournisseur d'accès Internet, de contracter sans que le demandeur ne justifie d'un droit valable d'occupation, à savoir un bail, une attestation d'hébergement du propriétaire, un titre de propriété ou une décision judiciaire. Cette mesure est aussi soutenue par Franck Alizio, régulièrement interpellé sur le sujet à Marseille. Nous proposerons également de responsabiliser les opérateurs qui manqueraient à cette obligation en prévoyant qu'ils puissent être déclarés civilement responsables et redevables du loyer ou de l'indemnité d'occupation due au propriétaire lorsque leur manquement a contribué à la pérennisation d'une occupation illicite. Aussi, ma question est simple, Monsieur le Ministre. Êtes-vous prêt à soutenir cette mesure et à aller plus loin dans la lutte contre les squatteurs qui empoisonnent la vie des Français? Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le député, la parole est à Monsieur Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, merci pour votre question car elle reflète effectivement un agacement, une frustration et probablement une colère très profonde dans notre pays parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de propriétaires se sentent volés, se sentent lésés car leur bien est squatté, occupé illégalement et nous devons, et c'est la mission que m'a confiée le Premier ministre, faire en sorte de redonner confiance à ces propriétaires pour qu'ils soient à nouveau mobilisés pour permettre à nos concitoyens d'avoir accès au logement.
logement. Ce choc de confiance, nous y travaillons. Elle a déjà été débattue il y a quelques jours au Sénat à travers la PPL Choc de la sénatrice Dominique Estrosi Sassone, et nous continuerons à y travailler avec vigueur. J'espère que nous pourrons débattre autour d'un projet de loi dédié au logement pour faire en sorte qu'une bonne fois pour toutes, le message soit très clair. Nous n'autoriserons et nous n'accepterons aucun squat dans notre pays. Le ministre Kasbarian avait déjà permis des avancées significatives sur ce sujet. Nous pouvons aller beaucoup plus loin et vous pouvez compter sur moi, les Français peuvent compter sur moi pour faire en sorte que demain, les propriétaires ne soient plus volés de leurs biens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Claire Maret-Beuil pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Le gouvernement n'est jamais à court d'idées pour faire la poche de nos compatriotes. Dans la série « Je ponctionne les familles », j'ai nommé le report de 14 ans à 18 ans de l'âge de majoration des allocations familiales. Après l'adoption du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026, le projet de décret gouvernemental prévoyant ce décalage constitue une attaque directe à l'encontre des familles françaises qui sont déjà bien souvent confrontées à de graves difficultés financières. Comment expliquer à des parents qui travaillent et qui malgré tout peinent à boucler leur budget que désormais ils devront attendre 4 années supplémentaires pour obtenir cette majoration d'allocation familiale, alors que dans le même temps, le gouvernement continue de maintenir par exemple un dispositif d'AME dépassant le milliard d'euros servant à soigner la terre entière. Ce deux poids deux mesures est intolérable, injuste et profondément révoltant. À l'heure de surcroît où notre pays fait face à une grave crise de la natalité, avec pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale un nombre de naissances inférieur à celui des décès. Votre volonté de vous attaquer aux familles est incompréhensible et contre-productive. Il est au contraire urgent de mettre en place une grande politique familiale afin de permettre à nos compatriotes qui ont des enfants et à ceux qui souhaitent en avoir de pouvoir concrétiser leurs projets sereinement. La mission d'information sur la natalité, dont je fais partie avec d'autres collègues parlementaires, remettra d'ailleurs très prochainement son rapport comportant plusieurs propositions. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Quand cesserez-vous enfin de vous en prendre aux familles françaises qui ont impérativement besoin du soutien et de la protection de l'État ? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente. Merci de votre question, Madame la députée Maret-Beuil. Vous posez à juste titre l'inquiétude des parents suite au vote du budget de la Sécurité sociale dans lequel effectivement il y a un décalage de la majoration des allocations de 14 à 18 ans. Nous avons eu le débat dans cet hémicycle ensemble. Vous le savez aussi que cette mesure ne touche pas les parents en 2026, enfin les familles en 2026, mais bien celles qui arrivent en flux après. Cette donnée repose sur des données d'une étude de la DREES qui confirme que l'augmentation des dépenses liées à l'âge se situe plutôt à 18 ans. Et cette mesure, elle a aussi été proposée pour permettre d'un autre côté, dans le cadre de notre politique liée aux familles, du congé de naissance supplémentaire qui, comme vous l'avez voté, est mise en place pour l'année 2026 depuis les enfants qui sont nés depuis le 1er janvier, qui est une mesure très attendue des familles avec beaucoup de questions puisque vous savez autour de ce congé parental, les enfants, le congé pourra être pris à partir de juillet, mais pour tous les enfants nés en janvier 2026. Vous posez la question par ailleurs de la natalité et vous avez raison que notre pays fait face à une transition démographique majeure. D'une part, le vieillissement de la population, d'autre part, la baisse de la natalité qui va nous poser et qui nous pose des questions ensemble sur comment nous financerons aussi notre protection sociale demain dans tous les champs. Mais au sujet de la natalité, j'aurai l'occasion très prochainement de pouvoir proposer des mesures fin janvier ou février sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent Madame Anaïs. Ah, Madame la députée, excusez-moi. Allez-y. Oui, Madame la Ministre, gouverner, c'est prévoir. Vous n'avez rien anticipé. Comptez-vous enfin prendre, alors je l'espère, vous venez de l'annoncer, en compte l'avis des parlementaires sur ce sujet aussi important que la natalité et aussi important pour la France ?
Merci beaucoup. La parole est à présent Madame Anaïg Lemer pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, depuis cette nuit, Quimper est de nouveau durement frappé par les eaux. L'Odé et le Ster ont atteint des seuils alarmants, plongeant le centre-ville et les zones riveraines dans une situation critique. Au-delà de ma circonscription, d'autres communes du Finistère et du Morbihan sont également touchées. Je tiens avant tout à saluer la mobilisation exemplaire des services de l'État, des sapeurs-pompiers et des agents municipaux qui luttent sans relâche sur le terrain. Mais derrière les images de rues inondées, il y a la détresse des commerçants et des artisans et des riverains. Pour beaucoup, c'est la crue de trop. D'autant qu'elle intervient dans un contexte de grande fragilité économique de nos centres-villes où de nombreux petits commerces voient déjà leur trésorerie mise à rude épreuve. En Bretagne, nous faisons face à une réalité géologique singulière. Sur notre socle granitique, les nappes phréatiques sont aujourd'hui saturées. La terre ne boit plus. Chaque précipitation se transforme immédiatement en ruissellement et en crue fulgurante. Le gouvernement a fait de la résilience territoriale une priorité, notamment à travers le Fonds vert. C'est une avancée majeure que je soutiens pleinement, mais l'urgence aujourd'hui est double. Elle est sécuritaire, bien sûr, mais elle est aussi et surtout économique. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Pouvez-vous garantir aux Quimpérois une reconnaissance accélérée de l'état de catastrophe naturelle afin de permettre le déblocage des indemnisations dans des délais meilleurs ? Au-delà des assurances, le gouvernement entend-il activer des mesures de soutien exceptionnelles, notamment des délais de paiement des charges sociales et fiscales, pour soulager rapidement la trésorerie des commerçants sinistrés? Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, comme vous le savez, en l'occurrence, le régime des catastrophes naturelles, puisque c'est la question que vous me posez très précisément, que ce soit des particuliers, des entreprises, des collectivités locales, vise à prendre en charge, à indemniser un certain nombre de dommages matériels directs qui ne sont pas assurables, ainsi qu'à indemniser les pertes d'exploitation lorsque l'état de catastrophe naturelle est constaté. C'est un régime de solidarité, de responsabilité, d'équité et qui couvre les événements naturels d'intensité anormale, ce qui est examiné au vu d'un certain nombre de critères techniques et homogènes. Au cas d'espèce, donc c'est aux arrêtés, aux maires de saisir les préfets qui saisissent ensuite le gouvernement qui, lorsqu'il constate l'état de catastrophe naturelle, prend un arrêté ministériel. Donc il appartiendra évidemment d'examiner au vu de ces demandes la situation que vous avez décrite. Ce que je peux vous dire, actuellement, au moment où on se parle, l'épisode météorologique en cours en Bretagne, donc, qui a placé 2 départements en vigilance orange, pluie, inondation, crue. Il est en cours, il concerne 2 départements, vous avez cité le Finistère et le Morbihan. Et depuis le début de l'épisode, ce sont 100 interventions qui ont eu lieu et qui ont été réalisées par les sapeurs-pompiers. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir salué leur dévouement et leur engagement. Et puis ce sont 2 cours d'eau qui restent en vigilance. Donc à ce stade, Madame la députée, ce que je peux vous dire, c'est évidemment qu'on étudiera avec beaucoup d'attention les demandes qui seront formulées par les maires. Je ne peux évidemment à ce stade prendre aucun engagement. Il y a des critères très stricts qui s'appliquent. Il faut vraiment que l'événement soit d'une intensité anormale, j'insiste là-dessus. Mais en tout cas, comptez sur ma détermination à procéder à un examen extrêmement vigilant des conditions et une réponse vous sera adressée évidemment très vite. J'ajoute qu'il y a une commission interministérielle qui est saisie et qui examine très clairement les conditions ou non pour pouvoir bénéficier de ce système. Merci Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Sébastien Delogu pour la France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, y a-t-il eu, oui ou non, 387 kilos de cocaïne achetés par l'État, puis revendus à l'insu des magistrats suite à l'échec d'une opération? Et est-il vrai qu'une partie de l'argent de la vente aurait été cachée dans les locaux de la police? Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Monsieur le député, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, je vois que vous êtes gardé beaucoup de temps. Alors de manière tout à fait inhabituelle, je vais vous renvoyer moi une question, Monsieur le député. D'abord, je vais vous dire, il y a une affaire, il y a l'affaire Trident.
pour laquelle l'inspection générale de la police nationale a été saisie. Il y a une enquête en cours sur une livraison surveillée sur laquelle il y a eu un certain nombre de difficultés. Il y a effectivement eu des kilos de cocaïne qui ont disparu. Il y a une enquête en cours. Est-ce que pour autant ça suffit à jeter l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires de police qui luttent contre les trafics? Alors, monsieur le député, moi je vous pose une question. Vous qui aspirez à diriger la ville de Marseille, je vous pose une question simple. Est-ce que vous soutenez les policiers quand ils luttent contre les trafics de stupes? Et est-ce que vous condamnez fermement, sans ambiguïté, le trafic de stupéfiants partout sur le territoire national et notamment à Marseille? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Chut, monsieur le député, allez, s'il vous plaît. Quand la presse d'extrême droite bollorisée m'attaque et m'accuse, vous faites le relais de la presse. Par contre, dès qu'il s'agit de reprendre l'excellente investigation de Mediapart sur l'opération Trident, vous n'avez plus de réseau. Je vous sens mal à l'aise, monsieur le ministre de l'Intérieur. Très mal à l'aise avec cette prétendue opération antidrogue menée entre la Colombie et Marseille en 2023. Cette prétendue livraison surveillée de cocaïne pour permettre l'interpellation d'un trafiquant majeur de ce pays. Et tout cela pour quel résultat? Aucune cible principale et 387 kilos de cocaïne ont disparu dans la nature. Pourtant, la revente de cette même drogue a donné lieu à des échanges d'argent liquide entre les policiers et leurs sources. L'argent aurait circulé dans les locaux de la police et même caché dans un frigo selon l'enquête en cours. Car oui, il y a enquête en cours et dans ce dossier, l'ancienne chef de l'office anti-stupéfiant de Marseille et son adjoint ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, interdits d'exercer, tout comme le capitaine de la police qui supervisait l'opération et 2 autres policiers de l'OFAS qui ont été mis eux aussi en détention provisoire. Je vous le dis en toute sincérité, c'est vous qui êtes contre Marseille et un anti-police en ne protégeant pas ce système justement qui permet la corruption. C'est vous qui êtes contre Marseille et un anti-police en laissant crever la police judiciaire marseillaise depuis la réforme Darmanin. Je le dis avec la plus grande conviction, arrêtez de retweeter les publications de l'extrême droite et occupez-vous de sauver la police judiciaire et les policiers. N'essayez pas de me faire taire avec vos persécutions institutionnelles et judiciaires et vos perquisitions ridicules à mon... Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous me trouvez mal à l'aise? Oui, je suis très mal à l'aise. Quand j'entends un député de la nation, à partir d'une affaire qui a été traitée de manière exemplaire par l'inspection générale de la police nationale, exemplaire. Il y a un certain nombre de fonctionnaires de police qui ont été mis en examen. Il y a une enquête en cours. Oui, je suis mal à l'aise quand j'entends un député de la nation qui, à partir de cette affaire, jette le discrédit sur les fonctionnaires de la police nationale qui luttent contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Nous avons engagé une politique résolue de lutte contre les trafics qui nous conduit à démanteler les points de deal, à mener des actions tous les jours sur le territoire de la commune de Marseille. Et nous serions heureux d'avoir le soutien d'un certain nombre d'élus de la République dans cette action, ce qui n'est pas toujours le cas, monsieur le député, ce qui n'est pas toujours le cas. Et nous poursuivrons avec détermination cette action, soyez-en assurés. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est enfin à monsieur Paul Christophe pour le groupe socialiste. Merci beaucoup, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre chargé de l'Industrie. Monsieur le ministre, le 8 janvier dernier, Polytechnil, filiale française du groupe belge Domo Chemicals, a été placée en redressement judiciaire. Entreprise industrielle historique de mon département, spécialisée dans la production de fibres textiles de haute qualité, nécessaires pour l'industrie automobile et pour d'autres usages très stratégiques, Polytechnil emploie près de 500 salariés en France et une centaine sur le site de Valence dans la Drôme. Depuis le 8 janvier dernier, les salariés des 2 sites de Valence et de Saint-Fons vivent dans l'angoisse de la perte de leur emploi. Cette angoisse est d'autant plus difficile à vivre que rien ne laissait présager cette situation. Positionné comme l'un des leaders européens du polyamide, Polytechnil s'appuie sur un outil industriel d'ampleur et des installations qui sont classées. À Valence, les salariés s'interrogent. Pourquoi la gravité de la situation a-t-elle été découverte si tard au mois de décembre ? Des erreurs de gestion ont-elles été cachées ? Comment la situation financière
peut-elle être si dégradée alors que Polytechnil a reçu des fonds de la part de l'État ces dernières années? À l'heure où la France est confrontée à des tensions géopolitiques et commerciales inédites depuis 1945, et cela a été rappelé plus tôt dans la séance, la consolidation de nos capacités de production nationale et la sécurisation de nos filières industrielles et stratégiques doivent constituer des priorités politiques absolues, sous peine d'affaiblir la souveraineté de notre pays. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Comment l'État entend protéger les salariés de Polytechnil qui sont aujourd'hui dans l'angoisse? Et quel est l'accompagnement que vous proposez pour les 2 sites de Valence et de Saint-Fons? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Martin, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Christophe, vous souhaitez appeler mon attention sur la situation du groupe Polytechnil, vous l'avez rappelé, qui dispose en France de 2 sites, l'un à Valence et l'autre à Saint-Fond, et spécialisé dans la production de polyamide. Vous l'avez indiqué, la société aujourd'hui se retrouve en difficulté et mise en redressement judiciaire du fait, non pas forcément de difficultés que rencontrent les sites, mais de l'insolvabilité de sa maison mère, Domo Chemicals. Alors une période d'observation a été fixée par le juge, et cette période d'observation est de 6 mois. Et je vais vous dire quelles sont nos priorités. La première des priorités, c'est tout d'abord que s'assurer que la situation de trésorerie nécessaire à cette période d'observation, et ce sur quoi nos services travaillent en priorité, permettent justement d'avoir ce délai de 6 mois, éventuellement peut-être un peu plus, pour assurer un projet de reprise, parce que c'est à cela que nous travaillons, dans les meilleures conditions possibles, et je crois que c'est ce qui doit toutes et tous nous animer. En parallèle de cela, bien évidemment, nos services travaillent avec notamment les organisations syndicales pour les accompagner dans ce moment difficile et avoir une vision assez objective de la situation et envisager tous les scénarios. Mais celui que nous envisageons en priorité, c'est bien évidemment celui d'une reprise, car il y a des savoir-faire, une qualité de production, et je pense que vous la connaissez puisque c'est sur votre territoire. Enfin, vous m'interrogez sur l'argent public qui aurait été touché par la société. Alors, à ma connaissance, mais si vous disposez d'autres informations, je suis preneur, à ma connaissance, cette société n'a pas bénéficié de soutien d'argent public, en tout cas, ces dernières années. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Je vais revenir vers vous sur ces éléments, monsieur le ministre. Merci beaucoup. La séance de questions au gouvernement est terminée. J'informe l'Assemblée que j'ai pris acte hier, mardi 20 janvier 2026, du dépôt de 2 motions de censure en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, le Premier ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en nouvelle lecture de la première partie du projet de loi de finances pour 2026. L'une déposée à 17h07 par Madame Mathilde Panot, Madame Cyrielle Châtelain, Monsieur Stéphane Peu et 108 membres de l'Assemblée nationale. L'autre déposée à 17h19 par Madame Marine Le Pen, Monsieur Éric Ciotti et 102 députés. La conférence des présidents est convoquée ce vendredi à 8h45 pour organiser la discussion de ces motions. Prochaine séance demain à 9h, 10 propositions de loi et de résolution dans le cadre de la journée réservée du groupe Droite républicaine. La séance est levée. Cette séance de questions au gouvernement illustre la diversité des enjeux traités au Parlement et le rôle essentiel du contrôle démocratique exercé par les députés. Pour suivre les prochaines séances, les débats et les temps forts de la vie parlementaire, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne Hémicycle.